Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement canadien jouera un rôle de facilitateur dans le processus de paix au Cameroun dans la crise anglophone marquée par des années de combat dans le nord-ouest et le sud-ouest qui ont déplacé près de 800 000 personnes. 15e édition de la semaine de la durabilité à Abu Dhabi, rencontre dédiée au bouleversement climatique et à la nécessité de trouver des solutions. L'Angola, qui se dit déterminé à renforcer son action climatique, est l'un des pays ayant pris part à cet événement. La crise climatique et ses conséquences, justement, au menu d'un sommet qui s'ouvre lundi 23 janvier au Cap-Vert. Personnalités politiques et dirigeants d'institutions internationales sont attendus sur place. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque perpétrée ce dimanche en Somalie, attaque près des bureaux de la mairie de Mogadiscio, la capitale somalienne. Des terroristes présumés auraient fait sauter un véhicule chargé d'explosifs. Des témoins parlent également de coups de feu ayant retenti au niveau du périmètre de la mairie qui se trouve donc au cœur de la capitale. Pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités. L'attaque n'a pas non plus été revendiquée en Somalie, où le nombre d'attaques menées par Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda ne cesse d'augmenter. Al-Shabaab, groupe qui, dans sa lutte sanglante, cherche à renverser le gouvernement central. Ces derniers mois, l'armée régulière est parvenue à reprendre certaines zones occupées, mais les insurgés ne cessent de riposter par des attaques toujours plus meurtrières. Dans le conflit dans les régions anglophones du Cameroun, le Canada jouera le rôle de médiateur pour tenter de décrocher un accord de paix, annonce faite vendredi dernier par Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Les tensions historiques entre les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun ont dégénéré en conflit armé en 2017 entre les forces armées et le mouvement revendiquant l'indépendance de ces régions. Le conflit a fait plus de 6 000 morts et près de 800 000 personnes déplacées. Sur cette médiation canadienne, voyez ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Au Cameroun, malgré les efforts continus du gouvernement pour définitivement mettre fin à la crise dans le nord-ouest et sud-ouest du pays, les hostilités se poursuivent dans ces zones. Pour rendre plus efficaces les mécanismes mis en place par les autorités camerounaises, le Canada annonce qu'un processus de paix est enclenché à cet effet. Il est précisément question pour le Canada de jouer un rôle de facilitateur pour une résolution globale, pacifique et politique du conflit. Cette annonce a été faite le 20 janvier 2023 par Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Le Canada salue le fait que les parties au conflit aient accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique et politique du conflit. Les parties ont également convenu de former les comités techniques pour commencer à travailler sur des mesures de confiance. L'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prospère pour les civils touchés par le conflit. Selon l'Organisation des Nations Unies, ce conflit a causé plus de 6 000 morts avec 800 000 personnes déplacées et a privé près de 600 000 enfants de scolarisation complète. Selon des sources canadiennes, des rencontres ont déjà eu lieu avec les mouvements indépendantistes camerounais et toute autre partie concernée par la crise pour négocier et établir une feuille de route vers un potentiel accord de paix. Les parties ont également convenu de former des comités techniques pour commencer à travailler sur des mesures de confiance. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. Notre gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve de sa volonté d'ouverture et de dialogue. Rappelons que c'est depuis 2017 que les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun font constamment face aux troubles sécuritaires. Selon des observateurs, la crise qui sévit dans ces régions du Cameroun est née des revendications corporatistes des populations anglophones qui se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Ces revendications ont très vite muté en crise politique. L'actualité également marquée par la mort brutale de Martinez
Zogo au Cameroun. Le journaliste qui dénonçait des scandales financiers dans son pays était porté disparu depuis plusieurs jours. Selon Reporters sans frontières, le journaliste aurait été enlevé dans la soirée du 17 janvier devant la gendarmerie d'Onkol Nkodi en banlieue de Yaoundé. Son corps a été retrouvé dans une banlieue de la capitale. Ces dernières semaines, le directeur de la radio Amplitude FM dénonçait des scandales financiers impliquant de hautes personnalités. Le gouvernement camerounais a instruit l'ouverture d'une enquête. Dans l'actualité toujours, les ambitions des autorités maliennes concernant la professionnalisation de l'armée nationale, les forces armées dont le renforcement est plus que jamais nécessaire face à la montée du terrorisme. Pour renforcer ces forces armées, la junte au pouvoir a réceptionné jeudi dernier une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Selon les autorités maliennes, ces appareils ont pour vocation d'appuyer les troupes au sol, là où se tiennent les combats contre les groupes terroristes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Choguel Maïga qui appelle à un sursaut patriotique autour des FAMA. J'ai demandé aux Maliens de faire bloc autour de leur armée. Parce qu'un peuple sans armée, ce n'est pas un peuple. Il faut nécessairement que notre peuple soit uni autour de son armée. C'est ça notre force. Il y a 1 an, 2 ans, il y a des parties du territoire où on ne peut pas aller. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus un coin du territoire où l'armée malienne ne peut pas aller et frapper s'il faut l'ennemi pour recouvrer l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'armée a besoin du soutien des Maliens. J'ai appelé donc au soutien à l'armée et dire à ceux qui sont tombés à Gelhok et ceux qui continuent de tomber, ceux qui continuent d'être blessés, que ce sont les héros du Mali. Que Fusil Mali a pris la très bonne initiative. Je pense que ça va continuer pour toujours pour célébrer. Rejet au Bénin du recours introduit par le parti Les Démocrates. Décision actée ce samedi 21 janvier par la Cour constitutionnelle. Les démocrates qui contestent les résultats des élections législatives du 8 janvier demandaient à la plus haute juridiction du pays un accès aux procès-verbaux de compilation des résultats portant sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, les partis de la mouvance présidentielle de Patrice Talon ont obtenu 81 sièges sur 109. Le principal parti d'opposition de l'ancien président Thomas Boni-Yayi a pour sa part obtenu 28 sièges au terme de l'élection dont le taux de participation n'a été que de 37,79%. Des milliers de partisans de la principale formation de l'opposition tanzanienne, Chadema, se sont rassemblés ce samedi dans la ville de Mwanza, au nord de la Tanzanie. Un rassemblement massif pour ce premier meeting politique de l'opposition depuis la levée de l'interdiction des rassemblements. Interdiction décrétée en 2016 par l'ancien président John Magufuli. La levée, elle, a été annoncée en début du mois par l'actuelle présidente de la République, Samia Suluhu Hassan. Freeman Mbowe, le président de ce parti Chadema, qui a passé 7 mois en prison pour des accusations de terrorisme, a pris part à ce premier meeting de samedi. Il se montre assez optimiste quant au contexte politique actuel. Écoutez-le. Dieu merci, le jour est venu où nous parlons avec nos concitoyens tanzaniens dans le cadre de ce rassemblement public. Je me tiens devant vous et le monde pour remercier la présidente Samia. Nous avons eu des négociations fructueuses et nous sommes ici à la suite de ces pourparlers. Mama Samia et Mzee Kinana ont accepté notre demande. Ils ont fait face à une opposition interne mais n'ont jamais abandonné. Même la police qui m'a arrêté à Mwanza par le passé veille aujourd'hui sur notre rassemblement. Les revendications pour une nouvelle constitution et un corps électoral indépendant demeurent notre priorité. Nous continuerons d'agir comme principal parti d'opposition jusqu'à ce que nous arrivions au pouvoir. Notre slogan est « Pas de haine, pas de peur ». Cela nous guidera tout au long. Nous irons aux urnes lorsque nous serons convaincus qu'il existe des lois qui défendent la justice, afin que nous puissions travailler ensemble pour construire une nation plus sûre, une nation qui créera un avenir meilleur pour nos enfants.
On en vient à la 15e édition de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. La rencontre s'est tenue du 14 au 19 janvier 2023 dans la capitale des Émirats arabes unis. Une rencontre dédiée aux questions climatiques et aux enjeux du développement durable avec un passage en revue des différents projets d'accords de partenariat. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce sommet, à l'instar du chef de l'État angolais, João Lourenço, qui se dit déterminé à renforcer son action climatique. Nathalie Mauve. L'Angola s'est engagé à renforcer son action climatique lors de la Semaine de la durabilité tenue du 14 au 19 janvier 2023 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Faisant partie de 8 chefs d'État et de gouvernement présents à l'événement, le président João Lourenço a annoncé que son pays, l'Angola, va produire près de 80% d'énergie propre d'ici 2025. Notre objectif est jusqu'en 2025 de garantir qu'au moins 77% de l'énergie produite dans le pays soit produite à partir de sources non polluables. Pour atteindre cet objectif, l'Angola a mis en place une série d'actions concrètes dans le champ de la transition énergétique et de la gestion durable de l'environnement. L'énergie verte pourrait porter l'industrialisation de l'Afrique selon le dirigeant angolais. Sur le continent où la demande en pétrole est projetée à 3,7 millions de barils par jour en 2030, le président João Lourenço a insisté sur l'importance d'adopter un modèle de développement à faible émission de carbone. Nous devons veiller à ne pas atteindre l'objectif de l'industrialisation en commettant les mêmes erreurs que les pays industrialisés actuels. En d'autres termes, nous voulons industrialiser notre continent principalement au prix de l'énergie verte et des énergies renouvelables. La diversification des sources d'énergie est un pilier de la politique de transition énergétique promue par le gouvernement angolais. À moyen terme, l'Angola veut ajouter 1,2 gigawatts supplémentaires d'électricité à son mix énergétique grâce à l'installation des parcs photovoltaïques. Par ailleurs, le pays a l'ambition de produire 400 mégawatts d'électricité à l'aide de l'hydrogène vert d'ici 2024. À ce jour, l'hydroélectricité et les combustibles fossiles sont les principales sources d'énergie électrique en Angola. Le pétrole brut représente 95% des exportations angolaises. En mai 2022, l'État d'Afrique australe a généré des recettes pétrolières records de 2,1 milliards de dollars, la meilleure performance dans ce secteur sur le continent. Un sommet de haut niveau réunissant représentants politiques et défenseurs des océans va s'ouvrir demain lundi 23 janvier au Cap-Vert, sommet auquel participe également le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est arrivé ce dimanche au Cap-Vert. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Rui Figueiredo Soares, à l'aéroport de Cesaria Evora, avant sa rencontre avec le Premier ministre capverdien José Ulisses Correia e Silva. Au cœur des discussions, les bouleversements climatiques. Et pour Antonio Guterres, le Cap-Vert est l'un des pays parmi ceux qui en subissent le plus les conséquences. Écoutez le secrétaire général des Nations Unies. Le Cap-Vert, on le sait, est en première ligne de la crise existentielle générée par les dérèglements climatiques. Au cours des 5 dernières années, je sais que le Cap-Vert a été confronté à une grave sécheresse. L'élévation du niveau de la mer et la perte de biodiversité et d'écosystèmes représentent une menace existentielle pour cet archipel et de nombreux autres. Je suis profondément frustré par le fait que les dirigeants mondiaux ne prennent pas les mesures nécessaires et ne font pas les investissements nécessaires pour faire face à cette urgence de vie ou de mort. Nous sommes confrontés au combat de nos vies et malheureusement nous sommes en train de perdre. Nous avons besoin de justice pour ceux qui, comme le Cap-Vert, n'ont pratiquement rien fait pour provoquer cette crise, mais qui paient un prix très élevé. Le Cap-Vert a fait preuve de leadership climatique avec des paroles et des actes. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.